T'es tranquille en train de te faire une petite soirée jeu de société avec tes potes. Ça rigole, c'est chill, tu passes un bon moment. Et ça finit en speedback avec des règles modifiées. Tous les mots doivent rimer avec fion et le perdant boit un shot. Pour toi, le jeu c'est ça, passer un bon moment sans se prendre la tête. Quelques temps plus tard, tu fais la rencontre du nouveau copain d'une pote à toi, vous faites une petite bouffe et pendant la soirée, le type vous propose d'essayer un jeu sur lequel il est en train de travailler. Il appelle ça un proto et tu apprends que le mec est éditeur de jeux de société. On est d'accord, c'est pas très courant. Alors tu vois le truc, il n'y a pas de boîte, les cartes sont des bouts de papier mis dans des protèges plastiques, il n'y a pas d'illustration, il y a juste des pictos qui ont l'air de sortir de Windows 95 et surtout les règles ont pas l'air fun du tout. Mais bon, t'es poli et tu joues quand même. Et effectivement, le jeu est pas fun du tout. Mais genre pas du tout. C'est lent, c'est buggé, il y a que des choix de merde à faire. Et là, le type te dit: c'est un jeu sur les conditions de détention en prison. J'essaye de représenter la détresse psychologique des détenus quand ils sont incarcérés et leur sentiment d'impuissance une fois pris dans le système carcéral. Waouh! Toi, tu savais même pas qu'on pouvait faire un jeu sur la prison. D'habitude, les jeux, c'est plutôt les animaux dans la jungle, les robots ou les nains, ou juste des chiffres et des couleurs. Et surtout, tu pensais pas qu'on pouvait avoir envie de faire un jeu qui soit pas fun. Mais ça t'empêche pas de passer 1 heure à discuter autour du jeu avec tes potes pour voir comment l'améliorer. Et ça, c'était fun. Plus tard dans la semaine, tu es en bus en train de scroller sur YouTube quand tu vois passer une vidéo du miroir des jeux qui t'attire du coin de l'œil. Marrant, ça parle de speedback. Et toi, t'aimes bien speedback. Tous tes potes aiment speedback. Alors, tu cliques. Et là, tu découvres un type qui se tape une disserte de philo sur speedback. Et à la fin, le mec te sort un truc genre « le jeu, c'est politique ». Alors tu regardes jusqu'au bout, mais vraiment, tu pensais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur un pauvre jeu de société. En rentrant chez toi, tu ouvres le placard de ta ludothèque et, avec un petit apéro, tu te mets à regarder tes jeux sous un autre angle. Monopoly, Catan, Skyjo, Time's Up, le tarot... Qu'est-ce que ces jeux peuvent bien raconter? Sans t'en rendre compte, en l'espace d'1 semaine, tu as traversé les 3 états du jeu. Tu as joué, tu as rencontré quelqu'un qui faisait jouer, et tu as commencé à penser le jeu. Félicitations, tu viens de gagner un niveau. Le mot jeu, c'est comme le mot vie. Ces 3 petites lettres qui renvoient à tellement de réalités possibles qu'on parle rarement de la même chose quand on l'utilise. Et ça, c'est la source de débats sans fin, pas toujours agréables, qui croupissent dans les forums et en commentaires de vidéos. C'est donc pour tenter d'apaiser un peu toutes ces tensions que j'ai imaginé d'écrire le jeu de façon très simple, en partant d'une métaphore facile à comprendre, les états de l'eau. Depuis qu'on est gosse, on nous a appris les différentes formes que peut prendre l'eau. Liquide, solide, gazeux, une même matière peut avoir différentes formes selon son environnement, sa température ou la pression qu'elle subit. Et bien le jeu, lui aussi, peut avoir plusieurs états. Par défaut, on a tendance à voir le jeu dans sa forme la plus courante et la plus évidente, celle par laquelle on commence toujours, l'expérience vécue. Et c'est à ça que renvoie le verbe jouer. Jouer, c'est la première forme du jeu, c'est la plus facile à reconnaître, la plus répandue et la plus universelle qui soit. Cette forme, je la rapproche de l'état liquide, parce que c'est celui du mouvement, du flux. C'est à la fois très concret et perpétuellement changeant. En fait, le jeu existe en grande partie au travers de la dynamique qui se crée entre le système et les joueurs, ou directement entre les joueurs dans les interactions qu'ils construisent ensemble. On entend souvent des trucs comme « ça c'est du jeu » ou « ça c'est pas du jeu » et on peut être en désaccord là-dessus. Mais en fait, le jeu déborde toujours de la case dans laquelle on veut le mettre. Le jeu, on peut le mettre ici ou là, en bouteille, en piscine, en étang, mais la puissance océanique qui le compose finit toujours par engloutir toutes les formes culturellement standardisées telles que le jeu vidéo, le jeu de société ou le jeu d'argent, etc. Il faut bien comprendre que le jeu n'a pas de limite matérielle. C'est d'abord un espace auquel on peut donner vie en claquant des doigts. Le jeu existe dans des formes commerciales, et bien sûr on peut le vendre ou l'acheter, mais il existe aussi de façon informelle dans la société, à l'échelle des individus, dans les dynamiques entre les personnes, mais aussi dans les organisations. En fait, le jeu peut exister sans matériel, avec des règles improvisées, et surtout ne pas donner l'air d'être un jeu. C'est donc ça le premier état du jeu, une expérience universelle qui appartient à tout le monde. Le deuxième état du jeu, je l'ai appelé « faire jouer ». Faire jouer, c'est consciemment et volontairement donner forme au jeu.
C'est ce que font en particulier tous les professionnels du monde du jeu, les éditeurs, les concepteurs et les développeurs. En clair, tous les maillons de la chaîne de production d'un jeu, qu'ils en fassent ou non leur métier. Auteurs, illustrateurs, fabricants, distributeurs, ludicaires, enseignants en game design, etc. Plus largement, faire jouer représente l'activité de toutes les personnes qui mobilisent le jeu et invitent les autres à jouer, que ce soit à des fins commerciales, récréatives, sociales, éducatives ou même artistiques. On trouve par exemple les ludothèques, les festivals de jeux, les associations locales, les centres de loisirs ou encore les lieux d'enseignement qui utilisent le jeu pour leurs besoins d'éducation. Alors oui, ça fait beaucoup de monde. Mais justement, prendre conscience de ce deuxième état, c'est reconnaître que les jeux ne tombent pas du ciel. Ils sont produits par des personnes issues de contextes économiques, culturels et historiques précis. Les jeux peuvent constituer un travail, une activité créative de loisir ou une forme d'engagement social d'utilité publique. Regarde autour de toi le nombre d'entreprises, d'associations ou de musées ou encore de collectivités qui s'emparent du jeu pour parler de leur sujet. Dans notre métaphore, le premier état, c'est le jeu liquide, quelque chose de facile à reconnaître mais d'assez difficile à tenir dans ses mains. Faire jouer, en revanche, ça correspond à l'état solide, un état dans lequel le jeu devient un objet à sculpter, un dispositif, un support. Faire jouer, ce n'est donc pas la même chose que jouer. En fait, faire jouer, ça revient à s'extraire de l'expérience du jeu et à organiser les conditions pour que cette expérience puisse avoir lieu, soit en prenant un jeu qui existe pour amener d'autres personnes à y jouer, soit en créant des jeux pour que d'autres y jouent. Pour le dire autrement, ceux qui manipulent ce deuxième état du jeu sont un peu comme des hôtes de maison qui organisent une fiesta et qui s'assurent que leurs invités passent un bon moment. Ils peuvent eux aussi s'amuser pendant la soirée et oublier qu'ils sont des hôtes, mais en fait leur rôle et leur responsabilité ne se confondent jamais totalement avec ceux de leurs invités. Enfin, on arrive au troisième état que j'appelle penser le jeu. Dans cet état, le jeu fait l'objet d'un discours, d'un travail de recherche ou d'une réflexion critique. C'est l'état gazeux du jeu. On le rencontre dans certains médias ludiques, c'est-à-dire les médias qui parlent du jeu, dans des revues scientifiques, dans des mémoires ou des thèses, dans des blogs, etc. En fait, c'est un état qui a mis du temps avant de se former. Parce que même si le jeu a longtemps été pensé par la philosophie, l'anthropologie ou encore la psychologie, ce n'est que depuis quelques décennies seulement que l'on peut parler de science du jeu ou de game studies en anglais. Alors il faut bien reconnaître que cet état gazeux est le moins visible, c'est celui qui est le plus difficile à saisir. C'est donc aussi l'état qui est le moins présent dans la société. Parce qu'au-delà de ces espaces privilégiés, où on a le temps et on pourrait dire le luxe de penser le jeu, ce troisième état ne s'est pas encore beaucoup démocratisé. En fait, la température n'est pas suffisamment montée pour que le jeu atteigne son état gazeux. Et surtout, notre œil est encore peu habitué à le reconnaître et à le rechercher. Pourtant, nous avons tout à gagner à démontrer le dialogue que le jeu entretient avec le monde. En fait, le fait qu'il soit construit autour de règles, par exemple, peut nous accompagner dans une réflexion sur notre rapport aux normes. Le fait qu'il produise des interactions peut nous éclairer sur certaines dynamiques sociales et psychologiques. Ou encore le fait qu'il mette en scène des imaginaires, ça peut nous aider à mieux percevoir les représentations collectives de notre temps. Heureusement, tu n'as pas besoin d'être docteur en sciences du jeu pour commencer cette exploration du troisième état. Il suffit simplement de temps à autre de prendre le temps de regarder le jeu comme autre chose qu'un seul objet fun pour passer un bon moment. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quel jeu, comme je l'ai déjà fait avec Skyjo, Flip 7 ou encore le Loup-garou. Ensuite, il faut petit à petit exercer son regard et son goût et prendre l'habitude de confronter le jeu au monde dans lequel il existe, sans pour autant, bien sûr, perdre son plaisir du premier état. Et c'est là justement où on retrouve beaucoup de conflits dans le monde du jeu, autour de cette tension qu'il y aurait entre vouloir analyser le jeu, lui faire dire quelque chose, et vouloir juste profiter du jeu, le vivre tel quel, sans se prendre la tête. Mais, je vais le redire, il n'y a pas du tout de sujet. En fait, ce sont deux états différents. Ils n'ont pas à se faire la guerre, il faut juste pouvoir les apprécier l'un comme l'autre. Alors tu vas me dire, c'est bien sympa tout ça, liquide, solide, gazeux, ok, mais c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'abord de se sentir à l'aise avec chacun de ces états et de comprendre qu'ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. On peut apprécier se frotter à un état du jeu sans que cela gêne le plaisir qu'on peut avoir avec les deux autres. Par contre, c'est vrai que ces trois états ne partagent pas souvent la même temporalité. Quand on explique les règles d'un jeu, on n'est pas en train de jouer, on fait jouer. On peut bien sûr ensuite se mettre à jouer. Quand on joue, on n'est pas en train de se prendre la tête à analyser le jeu, on vit l'expérience. Et on peut, après la partie, se prendre la tête et analyser ce qu'on vient de vivre.
Quand une autrice fait jouer à son prototype sur le monde carcéral, elle n'est pas pleinement en train de jouer. Elle est aussi en train de cogiter à la réception et au fonctionnement de son jeu. En fait, elle est dans le deuxième état. Et c'est pareil quand tu transformes Speedback en un jeu à boire, tu prépares les conditions d'une expérience qui, plus tard, s'appellera jouer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est bon pour le développement futur de la culture du jeu dans notre société que ces trois états puissent coexister et continuer à se développer en synergie. Il faut défendre les espaces pour jouer et ne faire que jouer, continuer à démocratiser la création de jeux et permettre à la réflexion critique et sensible du jeu d'exister en dehors des cercles universitaires. La maturité culturelle du jeu réside précisément dans cette capacité à accepter qu'il soit tout cela à la fois. Et si tu es resté jusque-là, bravo, tu viens de débloquer le niveau secret de la vidéo, le 4e état du jeu. Car oui, il existe aussi un 4e état que je n'ai pas mentionné, mais qui n'est pas anodin, c'est celui du non-jeu. Le non-jeu, c'est en quelque sorte l'antimatière du jeu. Dans cet état, le jeu ne fait tout simplement pas partie de l'équation. Soit parce que le jeu est réduit aux jeux de société ou aux jeux vidéo et qu'il n'est pas validé comme un loisir, et ça, c'est pour les gens qui se disent « je n'aime pas jouer », et ils ont bien le droit. Soit parce que le jeu n'est pas considéré comme légitime, en gros, on dit « le jeu, c'est pour les enfants », ou soit encore parce qu'il n'est pas vu comme productif. Ça, ce sont les gens qui se disent « je perds mon temps en jouant ». Ce sont d'ailleurs souvent des critiques adressées à l'endroit du premier état du jeu. Et ça commence avec des parents qui cherchent par tous les moyens à limiter le temps de jeu de leurs enfants, parce qu'il faudrait quand même se mettre à faire ses devoirs un jour. J'ai d'ailleurs une vidéo entière consacrée à ce 4e état, et je te la mets au générique. Mais en gros, c'est souvent le résultat d'une vision réductrice du premier état du jeu. Mais malgré ça, cet état fantôme, que j'ai aussi appelé la sécheresse, ce 4e état, eh bien il a toute sa place dans l'écosystème du jeu. Et c'est ça qui est paradoxal. En fait, le non-jeu nous permet notamment de nous rappeler qu'il est bon de temps en temps de sortir la tête du monde du jeu et d'aller voir ailleurs. Et c'est vrai aussi bien pour les joueurs que pour les créateurs de jeux et pour les penseurs du jeu. Après tout, il n'y a pas que le jeu dans la vie et c'est tant mieux. Wow! Merci d'avoir regardé le miroir des jeux. La pause a été un peu longue depuis la dernière vidéo, il fallait que je lance l'atelier du game design et ça m'a bouffé tout mon temps. Mais on est reparti sur un rythme de croisière et je prépare des prochaines vidéos tout aussi croustillantes, je l'espère. Et si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me traiter de tous les noms en commentaire. Si tu n'es pas d'accord, tu l'auras compris, ici on est à fond dans l'état gazeux. J'ai d'ailleurs la bonbonne à côté et je plane avec. Donc je serai ravi de planer avec toi en réponse à tes commentaires. À bientôt.